auditrices et les auditeurs de RTCI une bonne et intéressante année 2022. Pareil pour vous aussi, et j'espère qu'elle sera meilleure que toutes les années précédentes. Voilà. Donc je suis très contente de vous recevoir, Wahid Ferchichi. Vous êtes professeur de droit public, et vous êtes docteur en droit public, et vous êtes le président de l'association ADLI, Association des droits et des libertés individuelles, qui, machallah, a eu beaucoup de succès, a fait beaucoup d'activités. Vous étiez très actif en cette année 2021. D'ailleurs, merci pour le cadeau. Vous m'avez ramené pratiquement toutes les publications de l'association. Voilà, je les montre à la caméra. Il y a plein de livres, plein de publications. On va parler particulièrement du tout dernier, du nouveau-né, qui est un livre, un ouvrage collectif en l'honneur de la professeure Sana Ben Achour. C'est les libertés au prétoire, les juridictions protectrices des libertés. On va parler de ça dans un petit instant. Avant cela, je voudrais faire avec vous le point sur l'état des droits et des libertés individuelles et publiques durant cette année qui vient de s'écouler, 2021. Comment étaient les choses durant cette année? En fait, en Tunisie, bien sûr. C'est un bilan assez mitigé, plutôt négatif, bien sûr. Et notamment à partir du 25 juillet 2021, il y a eu quand même des événements assez importants. Lorsque je dis assez importants, c'est dans le sens assez grave. Parce que le fait de commencer par suspendre le travail de l'instance la plus haute dans un pays quelconque, démocratiquement parlant, à savoir l'Assemblée nationale, le Parlement, oui. Suspendre aussi le travail du gouvernement. Juste après, quelques instances indépendantes ont été aussi gelées. Des accusations et des attaques. Particulièrement. Exactement. Les attaques qui n'ont jamais cessé contre la magistrature, d'ailleurs même hier, aujourd'hui, donc on voit carrément que le chef de l'État est complètement contre le Conseil supérieur de la magistrature. Donc toutes ces attaques ne pourraient avoir qu'un effet négatif sur les droits et les libertés, notamment avec toutes ces vagues d'arrestations, toutes les vagues aussi d'assignation à résidence. Donc on ne va pas dire qu'il s'agit d'une année assez intéressante d'un point de vue de droits et de liberté. Surtout à partir du 22 septembre, le décret 117, et après le célèbre discours du 13 décembre 2021, c'est clair, donc on passe à une nouvelle étape constitutionnelle, puisque le chef de l'État maintenant lance une consultation avec un référendum pour le 25 juillet concernant la nouvelle constitution, entre guillemets, et des élections législatives le 17 décembre 2022. Ce qui fait que nous repassons en fait encore une fois par une nouvelle étape constitutionnelle et constitutive. Et là, avec bien sûr toute la différence par rapport à l'étape de 2011, 2013, 2014, début 2014 pour la constitution de 2014, nous sommes là, donc, comme ça a été dit tout à l'heure par vos invités, Moaz et Nadia, en fait, on ne voit plus comment les textes se font en Tunisie, on ne voit plus comment on est en train de préparer les textes fondamentaux d'une république, pardon si j'ose parler encore, d'une république. Exactement. Oui. Donc le bilan est assez négatif, et notamment cette ambiance générale qui n'incite pas à un certain optimisme ou un espoir quelconque, parce qu'en fait, comme vous le savez, la concentration de tous les pouvoirs entre les mains d'une seule personne, la personnification des pouvoirs, et ça vous le savez, l'un des célèbres penseurs en la matière, Rousseau, nous le disait directement et ouvertement, que d'une manière générale le pouvoir corrompt, et le pouvoir absolu bien sûr corrompt absolument. J'ai deux questions, j'ai envie de poser deux questions par rapport à ce que vous venez de dire, Wahid Ferchichi. Vous avez parlé d'une phase constitutionnelle, d'un état constitutionnel. Est-ce qu'on peut déjà continuer à parler d'une situation constitutionnelle depuis quelques mois? Est-ce que la Constitution n'a pas été carrément, comment dire, écartée? Oui, alors nous ne sommes plus dans le cadre de la Constitution. Parfois, parlant de quelques décrets, de quelques agissements de la police ou du parquet, on se réfère à la Constitution, et par la suite on se reprend, on se dit mais il n'y a plus de Constitution.
En fait, mon premier papier publié après les événements, pour utiliser l'expression... On en a parlé immédiatement. Exactement. Mon premier papier était « Avons-nous enterré la Constitution de 2014 ?» C'était donc début août 2021. C'était clair, une semaine après le 25 juillet. Je me suis posé la question, sommes-nous encore dans le cadre de la Constitution de 2014 ? Non, je ne pense pas. Écoutez, Mel, je pense que ça a été fait d'une manière très progressive. La volonté ou le désir du chef de la République, dès le début, c'était d'écarter la Constitution de 2014. Il n'a jamais cru en cette Constitution, ça c'est clair. D'ailleurs, il a déjà dit le 27, probablement, non, plus, un peu plus tôt, le 26, le jour où le Parlement tunisien a voté, parce que le lendemain, on a promulgué en présence des trois présidents, le 27 janvier. Il a dit, c'est une journée noire. Innahu yawmun aswad. Ça, c'est notre chef d'État actuel. En disant ça de la Constitution de 2014. En sa qualité à l'époque, il était un enseignant donc, de droit constitutionnel. Exactement. Donc il a dit c'est un jour noir, c'est une journée noire. Il n'a jamais contribué durant les années 2011 jusqu'à 2014 à l'élaboration de cette Constitution. L'élaboration, non, mais quand même, il n'a jamais participé à des workshops, à des ateliers de rédaction. Il n'a jamais fait partie du comité d'experts. Non, il n'a jamais fait partie du comité d'experts, mais quand même, il a été consulté à maintes reprises, et notamment par les partis au pouvoir à l'époque. Il faut toujours le rappeler. Presque tout le temps, il était consulté par le parti Nahda pour des éléments fondamentaux, y compris pour la place de l'islam dans la Constitution de 2014. Et il a donné, bien sûr, son avis concernant la charia. Donc moi, je pense que ça a été fait d'une manière progressive, et je pense que le discours du 13 décembre dernier était, je pense, la fin de la Constitution de 2014, puisqu'il a dit ouvertement, à partir du 22 septembre, on a gelé la Constitution, mis à part le préambule, le chapitre 1er, le chapitre 2, concernant bien sûr les droits et libertés et les principes généraux, mais tout le reste de la Constitution, à la limite, était suspendu. Mais ceci dit, il faut faire très attention, parce que votre question... je la trouve réellement pertinente, parce que vous avez dit en fait, en fonction d'un certain nombre d'agissements, de violations des droits et des libertés, on se pose encore, est-ce que la Constitution est toujours en vigueur ? Il faut faire très attention. Et c'est pour ces raisons, je pense que le chef de l'État, dans son décret 117 du 22 septembre, a dit en fait, exception faite du chapitre 2, ça veut dire le chapitre relatif aux droits et aux libertés, pour une raison très simple. Parce qu'on n'a pas besoin d'un texte juridique pour reconnaître les droits et les libertés. Parce qu'en fait, tout ce courant, le courant en fait, qui prône que les droits et les libertés, ce sont des droits naturels, on n'a pas besoin. En fait, les textes juridiques ne viennent pas pour proclamer les droits et les libertés. Viennent pour organiser, en fait, pour limiter les droits et les libertés. Ce qui fait que même en l'absence d'une constitution, même en l'absence claire d'une constitution, les droits et les libertés ne pourront jamais être suspendus. Justement. Et d'ailleurs, on a une très belle décision, d'ailleurs, puisqu'on est en train de parler du rôle de la justice, on a une décision rendue le 5 février 2013. Le 5 février 2013, c'était le moment où la Constitution de 59 était abrogée, pas suspendue, clairement abrogée, puisqu'en fait, la loi constitutionnelle numéro 6 du 16 décembre 2011, l'une des premières lois votées par l'ANC à l'époque, c'était l'organisation provisoire des pouvoirs. Et dans cette loi constitutionnelle, on l'a dit ouvertement, l'abrogation de la Constitution de 59. Donc, il n'y avait plus de constitution en Tunisie entre le 16 décembre 2011 jusqu'au 27 janvier 2014. Mais en fait, il y a une très belle décision rendue par la justice tunisienne, par pour que je ne me trompe pas, par le tribunal, la cour d'appel de Tunis, là où le juge l'a dit ouvertement, qu'en fait, même lorsque la Constitution est suspendue, les droits et les libertés demeurent toujours là. Oui. Et donc, en se basant sur ce principe que les droits et les libertés sont naturels, liés à la nature de l'homme ça veut dire de l'humain, c'est inhérent à l'être humain. Donc, même si on va suspendre la Constitution, même si on va abroger la Constitution, il faut qu'on fasse très attention aux Tunisiennes et Tunisiens, et non Tunisiennes et non-Tunisiens, parce qu'on applique le droit tunisien aussi en Tunisie pour les non-Tunisiens et les non-Tunisiennes. Il faut aussi qu'on reste toujours vigilante et qu'on prenne toujours ces droits et ces libertés qui continuent à exister. Ma deuxième question, Wahid, est un peu plus délicate, un peu plus difficile, et elle fait appel à l'histoire, avec un grand H, l'histoire de l'humanité, mais puisque
Vous êtes dans le droit, vous connaissez aussi l'histoire politique et l'histoire tout court. Est-ce qu'il y a eu des exemples dans la vie de certaines républiques où on a fait tout ce parcours, toute cette évolution qui est admirable? Ce que nous avons fait depuis le 17 décembre 2010 est admirable. Nous avons fait une transformation totale dans le paysage politique, dans le paysage institutionnel du pays. Et nous sommes sortis d'une dictature vers une démocratie. Une démocratie faillible, défaillante, d'accord, mais c'est une démocratie avec de vraies institutions élues démocratiquement et élues dans la transparence totale aussi. Mais depuis le 25 juillet, nous sommes en train de faire un tournant. Tout est en train de changer. Est-ce que dans la vie des républiques connues dans l'histoire de l'humanité, il y a eu des épisodes pareils où on a rêvé pendant 10 années comme ça et par la suite, on est revenu au cauchemar? Oui, bien sûr. En fait, que ce soit dans l'histoire de l'humanité un peu plus ancienne ou l'histoire récente de l'humanité. Parce qu'en fait, il faut rappeler qu'un pays comme la République française d'aujourd'hui, donc on est passé en fait de la Révolution de 1789 à l'Empire. Donc c'est très important de rappeler cet élément. C'est-à-dire avec une grande révolution qui a un peu déclaré pour la première fois dans l'histoire de l'humanité la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. 1780. Pour revenir par la suite juste à l'Empire, pour revenir par la suite en fait à la monarchie, à une autre république. Donc nous sommes là aujourd'hui à la 5e République française. Donc il faut penser qu'on est passé par 4 autres républiques. Et entre-temps, il y a eu bien sûr des monarchies, il y a eu un retour de l'Empire. Donc oui, il y a eu des problèmes dans le processus des nations. Donc ça, je parle d'un pays qui est normalement ancré dans la démocratie. Mais plus récemment, prenons l'exemple des États de l'Europe de l'Est qui ont vu un peu le jour dans leur processus démocratique tel que connu aujourd'hui à partir de 1989. La Pologne, l'Hongrie, bien sûr, avec la chute du mur de Berlin et la dissolution la dislocation de l'ex-Yougoslavie. Et c'est des républiques qui fêtent cette année, en fait, fin 2021, une trentaine d'années de leur existence. Puisqu'en fait, la réunification, ça fait une trentaine d'années pour l'Allemagne. En fait, l'instauration de la démocratie dans ces pays de l'Europe de l'Est, mais regardez aujourd'hui, cette montée d'un discours populiste, d'un discours chauviniste, d'un discours d'exclusion, de haine qui incite à la haine. Regardez la Pologne aujourd'hui, regardez l'Hongrie, avec un chef d'État réellement et qui un peu menace même l'Europe dans ses valeurs européennes basées sur le respect. Donc, juste pour vous dire, Amel, qu'en fait, oui, l'humanité ou les nations peuvent passer par des moments de doute. Et c'est, entre guillemets, d'un point de vue science politique, c'est un peu normal, pour une raison très simple. Il y a toujours une période là où il y a ce qu'on appelle cet élan révolutionnaire. Et on a vécu l'élan révolutionnaire, cet esprit magnifique qui a tout, comme vous venez de le dire, Amel, qui a un peu secoué notre manière de voir les choses, notre manière de procéder. Et surtout, on a détruit la personnification du pouvoir. Et ça, je pense, c'était un acquis extraordinaire. Deuxième acquis extraordinaire de cette période tunisienne, et qui est partagé par ailleurs par d'autres expériences, c'est le fait que la fabrication des institutions, la fabrication des lois, se fait dans la transparence et dans le débat. Et c'est pour cette raison, lorsque le chef de l'État, le 25 juillet, a suspendu le travail de l'instance, entre parenthèses, entre guillemets, démocratique par excellence. C'est là où c'est le forum, c'est le débat. Forum. Et depuis, donc tout à l'heure, j'étais en train de suivre un peu le débat avec Moaz Inedia et avec vous-même, bien sûr. En fait, oui, vous avez dit en fait comment un document tel que le document véhiculé d'une manière... Négociation avec le FMI, comment ça reste secret? Mais pourquoi vous êtes un peu choqué alors que la loi de finances, nous n'avons eu accès à cette loi qu'une fois publiée dans le journal officiel. C'est vrai. Pardon. Donc il faut faire très attention. Oui. Donc les nations, juste pour finir, juste pour vous dire qu'en fait le processus démocratique est un processus. Ce n'est pas une étape par laquelle on passe d'une manière simple et fluide. C'est un processus avec énormément de problèmes, énormément de virages, comme vous venez de le dire, énormément de revirements,
et énormément, bien sûr, de personnes qui ne croient pas à la démocratie. Il faut faire très attention. Donc ce n'est pas parce qu'on est dans un processus démocratique que tout le monde, en fait, s'approprie cette idée de démocratie. La preuve en est, d'autres nations sont passées par une quarantaine, cinquantaine. Le minimum, c'est entre 25 et 30 ans pour se dire réellement, on est à la fin d'un processus ou non. C'est l'alternative qui est très importante aussi. Et hier, en regardant un extrait des débats qui se déroulaient au Sénat français, concernant justement cette déclaration d'Emmanuel Macron contre les Français non vaccinés, il a dit « j'ai envie d'emmerder les Français qui ne sont pas vaccinés ». Il a fait une déclaration, il a accordé une interview au journal Le Point. Et j'ai entendu un député dire « Son Excellence le monarque présidentiel ». Est-ce que c'est une tendance? Est-ce que c'est dans l'air du temps? C'est une mode ces temps-ci? Comment dire ce revirement vers une sorte de despotisme, une sorte moi je pense, écoutez, moi sincèrement, je parle de moi-même, comment je vois les choses. Moi je ne pourrai jamais respecter un chef d'État qui insulte son peuple. Vous voyez? Vous voyez ça? Regardez, juste pour vous dire. Vous voyez ça? Si je reviens vers ce discours un peu haineux, bien sûr, peut-être pour des raisons électorales, c'est pas le moment d'en parler, en fait, de la cible. Parce qu'en fait, je pense un discours pareil, ce n'était pas un discours ni innocent, ni... c'est un discours... fortuit, c'était bien calculé. Bien calculé, bien ciblé, parce qu'il s'adresse directement à un électorat quelconque. Mais il va laisser des plumes. Hein. Comment? Il va laisser des plumes. Certainement, on va voir par la suite. C'était très maladroit, il va laisser des plumes. On va voir par la suite. Mais lorsque, chez nous, en fait, on n'a pas cessé, depuis le 25 juillet, même avant, d'avoir un discours qui essaye tout le temps de mettre en place un système de ségrégation, les uns et les autres. De division. Un chef d'État qui insulte son peuple en traitant son peuple de souillard, en traitant son peuple de tous les noms à un moment donné. Il faut faire très attention à ce niveau-là. Donc comment peut-on se proclamer d'un côté le président de tous les Tunisiens et de toutes les Tunisiennes et d'un autre côté de choisir son peuple? Donc il faut faire très attention, réellement très attention. On ne va pas respecter un chef d'État, qu'il soit monarque, président ou autre, qui insulte son peuple. Cette tendance, vous venez de le dire, moi je pense que la tendance, ce n'est pas dans ce sens. Il y a bien sûr une tendance, ou bien si vous voulez, un regain d'intérêt du populisme partout dans le monde. Et là, si vous voyez un tout petit peu, c'est presque d'une manière cyclique. Ça fait 100 ans ou presque, les années 20 du XXe siècle, il y a eu une montée terrible du populisme qui a engendré, entre autres, ce que l'humanité a vécu durant la Deuxième Guerre. Avec Mussolini et Hitler, n'est-ce pas? Le fascisme et le nazisme. Et ça, c'est pour juste... Les gens oublient. Et ils symbolisent, mais il ne faut pas oublier Franco par la suite. En Espagne. Je pense que c'est très très important de rappeler que la démocratie est très difficile. Réellement, elle est difficile. La dictature, on peut l'installer, on peut l'instaurer facilement. Qu'est-ce qui est plus difficile à vivre, la dictature ou la démocratie? C'est la démocratie. Peut-être que la démocratie qui est plus difficile à construire, bien sûr, à mettre en place, à ancrer. Oui. Mais est-ce qu'elle est plus difficile à vivre? Une fois ancrée, non. Mais pas? Le plus important, c'est comment la mettre en place. Pourquoi? Parce que la démocratie se base sur un principe fondamental, c'est d'accepter l'autre, d'accepter la diversité. Et je pense que l'humanité et les groupes d'une manière générale, bien sûr, on a quand même ce sentiment assez primitif, c'est en fait la peur de l'autre. On craint l'autre. On craint le différent. Exactement. Oui. Ce qui fait qu'en fait, une fois on instaure les mécanismes qui permettent à tous et à toutes de s'accepter et d'accepter l'autre et de vivre dans la diversité, je pense que ça sera très agréable. Nous étions en cours. Oui, mais vous savez, il y a toujours si vous voulez, ces petites cassures ou ces coups durs que la démocratie reçoit. J'espère qu'elle est petite. Écoutez, moi je pense... en utilisant cet adjectif petit. Je ne sais pas, mais je vais vous dire quelque chose. J'espère qu'elle Quel est le danger pour un pays comme la Tunisie? Voilà. C'est quoi le danger pour nous, en fait? Parce qu'en fait, on ne peut pas comparer l'incomparable. Et je m'explique. Pour certains pays qui ont vécu la démocratie, par la suite, ils ont eu des cassures. Je parle des pays de l'Europe de l'Est, avec bien sûr l'invasion soviétique de l'époque. Lorsqu'ils ont regagné la démocratie à partir des années fin 80, début 90, c'était le retour à la démocratie, puisque c'est des pays qui ont connu la démocratie durant les années 20, 30, début 40, juste pour vous dire. Mais pour un pays comme le nôtre,
un pays qui appartient à cette région qui n'a jamais connu la démocratie. Bien sûr. Donc, sauf à l'époque carthaginoise. Sauf du temps de Carthage. Je ne suis pas tout à fait sûr, parce qu'à l'époque, je vais vous dire pourquoi, parce qu'il y avait les esclaves déjà, il n'y avait que les citoyens hommes libres qui étaient des citoyens. Exactement. Mais je pense que dans une culture comme la nôtre, nos réflexes dictatoriaux sont très ancrés. Et c'est pour cette raison, notre lutte est beaucoup plus dure. Voilà. D'une plus longue haleine, effectivement. Alors moi, j'ai envie d'arriver à ce très bel ouvrage. Félicitations pour Adli et pour vous-même, Waheed Fachichi, puisque vous étiez le directeur. C'était sous votre direction que cette œuvre a vu le jour. Une version bilingue en arabe et en français. Avec une synthèse en anglais. Avec une synthèse en anglais, avec une très très belle qualité d'impression, une très belle photo de Saneh Ben Achour. J'ai envie de la montrer à la caméra. Est-ce que tu peux la montrer, Rim? Très belle photo de Saneh Ben Achour, en l'honneur de qui ce livre a été fait et dédié. Donc je rappelle le titre de cet ouvrage, c'est le dernier, le nouveau-né de l'association Adli. Là j'ai une montagne, une pile de livres, mais... C'est de 2021 seulement. 2021, oui, ça c'est la production de 2021, vraiment félicitations et mabrouk. Donc je voudrais justement parler de ce livre. Il s'agit des libertés au prétoire, les juridictions protectrices des libertés. Pourquoi est-ce que vous pensez ou vous avez cette crainte que les libertés soient au prétoire durant cette année? Non, pas uniquement durant cette année. Les libertés, d'une manière générale, sont toujours attaquées. Elles font toujours peur, les libertés, Amel. D'une manière générale, dans n'importe quel pays, il y a toujours un peu ce conflit entre l'ordre, dans l'absolu, et les libertés. Et l'ordre, ça veut dire en fait le commun qui va réunir tout le monde. Qu'est-ce qu'on va céder pour pouvoir vivre en commun? Ensemble, et les libertés, le contrat social. Tout à fait. Et les libertés un peu qui vont faire de nous, de chacun de nous, ce qu'il est ou ce qu'elle est. Parce qu'en fait, ce qui caractérise chaque individu, c'est un ensemble d'éléments, que ce soit intellectuels, sentimentaux, physiques, charnels. Tous ces éléments font de nous des êtres uniques. Et il y a toujours ce combat, ce conflit entre comment peut-on réduire l'être humain à un aspect de tout ça. Et c'est ça, en fait, c'est un combat éternel. Dans les pays les plus avancés, puisqu'il y a les garde-fous de la démocratie, les garde-fous des libertés, y compris la justice qui joue son rôle, on essaye toujours d'étendre, d'élargir cette sphère des libertés. Contrairement aux pays, comme vous le savez, là où les libertés n'ont pas cette importance, on essaye plutôt de réduire, de restreindre les libertés, et notamment les libertés individuelles, parce qu'on craint toujours l'individu libre. Pourquoi on a pensé aux magistrats, aux juges? En fait, juste pour décrire un peu le processus, parce que l'Adli consacre annuellement un ouvrage annuel de l'Adli, parce que tout ce que nous publions durant l'année, c'est des rapports, c'est des études, d'accord? Oui. Mais on a un ouvrage annuel. Et l'ouvrage annuel porte souvent sur une thématique fondamentale qui touche les libertés individuelles. En fait, c'est ça, les libertés individuelles. Les libertés individuelles. Par exemple, notre premier ouvrage, c'était un ouvrage fondamental, c'était les libertés individuelles, approche croisée. Que pense l'histoire? Que pense la psychologie? Que pense la religion des libertés? Après, on est passé aux libertés religieuses en Tunisie. Après, c'était le corps dans toutes ses libertés. Après, les droits sexuels et reproductifs comme étant des droits à part entière. Après, on est passé aux circulaires liberticides dans un État comme le nôtre. Après, c'était les collectivités locales et les libertés individuelles. Et en fait, fin 2020, c'était l'indissociable des droits et libertés. Parce qu'il y a toujours cette volonté un peu de dissocier les libertés individuelles et de les mettre contre les droits économiques, sociaux et culturels. Bien sûr, c'est un combat tout à fait monté et factice. Alors que c'est faux. Bien sûr, c'est faux. C'est ce qu'on a voulu. À l'université, on nous apprend qu'ils sont indissociables, tout à fait. qu'ils sont complémentaires. Exactement. Et on a essayé qui ne sont pas en plus... Tout à fait. Hiérarchisé. Effectivement. Donc, dans ce livre vert que vous avez, le grand livre vert de l'année dernière, c'était l'indissociable droit. Cette année, on s'est posé la question, mais quel rôle pourraient jouer les garde-fous des droits et des libertés? Et comme on le sait, la Constitution tunisienne de 2014, que ce soit dans son article 49 ou dans son article 102, fait des juridictions les gardiennes des droits et des libertés. Tout à fait. On s'est posé la question. Et c'est pour ça que je pense il y a maintenant ce débat entre le chef de l'État qui parle de la magistrature comme étant une fonction
et les magistrats qui lui disent nous ne sommes pas une fonction, nous sommes un pouvoir. Et c'est très important, peut-être souvent on ne réalise pas qu'il s'agit là d'un débat fondamental de deux courants différents. Bien sûr, nous prenons que la magistrature est un pouvoir. Ce n'est pas nous, en fait, c'est la Constitution qui le fait. Et donc, avoir le pouvoir, c'est le pouvoir de défendre les droits et les libertés. Et on a essayé, bien sûr, comme vous le savez, c'est un ouvrage dans lequel ont participé 27 chercheurs, que ce soit des chercheurs, que ce soit des magistrats, des avocats, des praticiens de droit, des professeurs, des doyens et des doyennes, donc des personnes d'une génération assez ancienne des juristes aux plus récents des juristes tunisiens. Il y a toutes les générations qui sont représentées. Et on a essayé tous et toutes de chercher quelles sont les décisions qui ont marqué ces dernières années, ces 7 dernières années, ça veut dire 2014 avec la promulgation de la Constitution, jusqu'à 2021, pour voir est-ce qu'on a eu quand même des décisions qui ont montré que le magistrat tunisien, la magistrate tunisienne, le juge et la juge se sont appropriés de cette mission qui s'appelle protéger les droits et les libertés. Et nous sommes tous et toutes tombés sur d'excellentes décisions, d'excellents arrêts rendus par tous les tribunaux, que ce soit les tribunaux judiciaires ou administratifs. Et on a... Mais pas les tribunaux militaires. Non, on n'a pas travaillé sur les tribunaux militaires pour une raison très simple. Le livre. Parce que, en fait, nous avons une attitude à l'égard des tribunaux militaires. Parce que les tribunaux militaires, c'est des tribunaux d'exception. Donc, il faut faire très attention à ce niveau-là. Et notre, bien sûr, appel clair, c'est qu'un jour, ces tribunaux disparaissent. Disparaissent carrément. Et à la limite, qu'ils ne jugent que les affaires à l'intérieur même des casernes, pas en dehors des casernes. Militaires. Entre militaires, plus encore, Amel, et à l'intérieur des casernes. Ça veut dire un militaire qui se comporte en tant qu'un citoyen qui civil, conduit sa voiture ou qui fait un contrat de location, c'est un citoyen civil et il est soumis au droit civil. Ça, c'est comme une première étape, parce que pour nous, en fait, il n'y a pas lieu à une juridiction d'exception. C'est pour cette raison on n'a pas à aller chercher dans une juridiction, premièrement, qui est soumise à la hiérarchie militaire, parce qu'il faut toujours rappeler, il n'y a aucune autonomie, aucune indépendance de la justice militaire. Et c'est pour cette raison, puisque vous avez parlé tout à l'heure, Amel, de cette crainte pour les libertés, le fait de traduire dans une période d'exception les civils devant les tribunaux militaires, c'est une atteinte grave, bien sûr, à la civilité de l'État. Oui. Et donc c'est ça la raison qui nous a menés à travailler sur les décisions rendues par la justice tunisienne. Une toute petite question, il y a des tribunaux militaires en France ? Oui, bien sûr, oui, il y a. Mais ce qu'on appelle la cour martiale existe partout, mais pour juger des affaires très limitées. Et c'est ça un peu la tendance mondiale en matière de démocratie. C'est de réduire en fait l'intervention des tribunaux d'exception, notamment les tribunaux militaires. On aura le temps un jour peut-être d'ouvrir ce dossier. J'aimerais bien, je vous recevrai avec plaisir. En 1 minute, parce que vous voyez, le temps s'évapore avec vous, Waheed Ferchichi. Une question d'ordre méthodologique. Vous avez été le directeur, vous avez chapeauté, mais avec 27 articles, avec 27 personnes, 27 intervenants. Ça a été comment pour vous, pour pouvoir harmoniser, faire la coordination? Vous avez bien sûr dû lire tous les articles une dizaine de fois chacun, n'est-ce pas? Vous les connaissez par cœur. En fait, j'ai eu la chance de tomber sur d'excellents et d'excellentes personnes. Des personnes qui sont très disciplinées, très généreuses. Et j'ai eu avec moi, bien sûr, une équipe formidable au sein de l'Adli, Anour Zayeni, Mohamed Amin Jlassi, Ahmed El Aloui, Soumaya Belhaj. Donc des personnes qui ont aussi aidé leurs pauvres amis à mener à terme ce travail. Leur excellente ami. Mais je salue réellement toutes les personnes qui ont participé. Elles étaient vraiment, Amel, d'une discipline extraordinaire. Parce qu'en fait, sans discipline, on n'arrivera jamais à coordonner, on n'arrivera jamais à publier un travail pareil. De la discipline, du respect et mettre un peu de son corps, de l'amour dans ce qu'on fait, de la générosité de cœur. Oui. Et ça sans entrer trop dans les détails, par exemple, Amel, dans un travail pareil, nous avons reçu un petit financement pour payer les contributeurs et les contributrices. Oui. Vous savez, un gros nombre de ces personnes ont refusé. On ne reçoit pas de l'argent pour un écrit pareil. Juste pour vous dire un peu la qualité de ces personnes. En tout cas, moi je vous félicite vous personnellement, Waheed Ferchichi, un grand bravo pour vous pour ce travail, pour tout ce que vous faites,
pour votre enthousiasme, votre sincérité, surtout pour votre force de volonté, de caractère. Vraiment un grand bravo et à très très bientôt. À très bientôt. Je suis très ravie de vous recevoir comme à chaque fois. Moi aussi. Et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir, Aïcha. 18h, le flash de 18h et à tout de suite.